Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à ce grand rendez-vous d'information sur la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, la Guinée a célébré, à l'instar des autres pays, la Journée mondiale de lutte contre le sida. Les acteurs fortement mobilisés décident de mettre fin aux inégalités et d'accentuer la lutte pour l'éradication de la maladie. Les précisions dans ce journal. Au ministère de l'Information et de la Communication, les réflexions sur la professionnalisation des médias publics et privés ont démarré ce mercredi. L'idée vise à produire un document stratégique de formation. Explication dans ce journal. La 8e édition du festival de cinéma a pris fin du côté de Koya. Acteurs et partenaires étaient fortement mobilisés pour soutenir la création et la production dans le secteur. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces décrets du chef de l'État. Décret D 2021-0159 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le président de la transition, vu le communiqué numéro 1 CNRD 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces armées. Vu le procès verbal de réunion numéro 001 du 16 septembre 2021 faisant du CNRD l'organe central de décision et confirmant le président du CNRD, président de la République, chef de l'État. Vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur décrète. Article 1er. Monsieur Kaba Mohamed Bili, précédemment directeur opérationnel Néocos, est nommé secrétaire général au ministère de la Jeunesse et des Sports. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0160 PRG SGG portant nomination à un poste de haut cadre au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le président de la transition décrète. Article 1er. Monsieur Keita Moustapha Kobele, précédemment conseiller juridique, est nommé secrétaire général au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0161 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre au secrétariat général du gouvernement. Le président de la transition décrète. Article 1er. Monsieur Kamano Benoît, précédemment directeur général de Globe Trans SA et Aramex Guinée, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernement. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0162 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Le président de la transition décrète. Article 1er. Monsieur Kaba Amara Kamara, précédemment directeur national à la Direction nationale des pêches maritimes, est nommé secrétaire général au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Article 2.
Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0163 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Le président de la transition décrète. Article 1er. M. Gueye Ibrahim Khalil, précédemment coordinateur du programme Guinée transparente et ouverte, est nommé chef de cabinet au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0164 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Le président de la transition décrète. Article 1er. Madame Bari Aïssatou, précédemment présidente fondatrice de l'Association guinéenne des assistantes sociales, AGIAS, est nommée chef de cabinet au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité, la Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce mercredi la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, une occasion pour les acteurs de réitérer leur engagement à mettre fin aux inégalités afin d'éradiquer cette maladie. Reportage Saamara Tolno. À la tête de ce carnaval géant, parti de la Belle Vue pour l'esplanade du stade du 28 septembre, des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers engagés dans la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Cette 33e journée mondiale de lutte contre le VIH est placée sous le thème « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies ». Le gouvernement et ses partenaires comptent quotidiennement sur l'assistance de plus de 250 accompagnateurs psychosociaux qui travaillent avec le personnel soignant afin d'offrir des services VIH dans un environnement de moins en moins inégalitaire, et ce même dans les contextes difficiles de pandémie. Pour les responsables du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites, la Guinée a enregistré des avancées significatives, même si des défis restent à relever. Il y a eu beaucoup de résultats positifs qui ont été atteints dans la lutte contre le VIH-Sida. À ce jour, nous avons près de 65 000 personnes sous traitement antirétroviral. Ça, c'est déjà un grand acquis. Nous avons à peu près une centaine de sites de prise en charge médicale, près de 400 à 500 sites de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ce que je souhaite encourager ici, c'est les communautés, tous les gens qui hésitent, à ne pas hésiter. À ne pas hésiter. Combattez la stigmatisation. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est l'occasion pour le gouvernement et les partenaires techniques et financiers de réitérer leur engagement pour l'atteinte des objectifs mondiaux de lutte contre cette pandémie. Je réitère l'engagement ferme et la disponibilité constante du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, à ne rien ménager pour la poursuite des efforts dans la mobilisation des ressources à l'effet de subvenir aux besoins de nos compatriotes affectés par cette maladie. Je voudrais aussi vous dire que le système des Nations Unies, par ma voix, est engagé à lutter contre cette pandémie, et tout particulièrement à travers un programme qui s'appelle ONU-SIDA, qui réunit plusieurs agences du système des Nations Unies. Et je voulais vous réitérer notre engagement et notre détermination
d'être aux côtés des autorités nationales et des populations guinéennes pour lutter efficacement contre cette pandémie. Selon l'ONU-SIDA, le VIH-SIDA touche 1,5% de la population guinéenne et près de 5000 personnes sont mortes en 2020 de maladies opportunistes au SIDA. Et puis les professionnels de santé et partenaires de lutte contre les épidémies en Guinée étaient aussi en conclave à Kindia pour une revue des activités menées sur le terrain dans le cadre de la lutte contre les épidémies. Un document est en cours d'élaboration pour servir de référence aux autorités et partenaires techniques et financiers. Alpha Yassila. À moins de 10 ans, la Guinée a connu 3 grandes épidémies. Ebola, la fièvre jaune et Marbourg ont eu un impact sérieux sur notre système de santé, l'économie et notre mode de vie en société. Comment notre pays a-t-il opposé une riposte sérieuse à ces épidémies et quels sont les défis pour le futur? Les responsables du ministère de la Santé et les partenaires de l'OMS en discutent à Kindia. Dans le cadre du règlement sanitaire international, tous les pays, chaque fois qu'il y a un événement, après d'avoir riposté face à l'événement, il est de leur responsabilité d'organiser une revue pour tirer les leçons par rapport à ce qui a été fait durant l'épidémie, les bonnes pratiques, les défis qui ont été identifiés et planifiés pour mieux répondre aux prochaines épidémies. Durant 3 jours, les professionnels de santé, les leaders communautaires, autorités locales et experts examinent les démarches qui ont permis de faire face aux différentes épidémies et identifier les lacunes enregistrées pendant la riposte. On a pu gérer avec les techniciens de la santé, l'OMS. À travers leur formation, ils ont formé nous les leaders religieux pour participer le combat de cette fléau. Cet atelier permettra, à travers les acteurs clés qui étaient réellement impliqués dans la riposte face à ces épidémies, non seulement de décrire les bonnes pratiques, d'identifier les lacunes et les défis, aussi de formuler des recommandations à l'attention des autorités compétentes, mais aussi à l'attention des partenaires techniques et financiers, afin de mieux se préparer pour faire face aux éventuelles épidémies. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur les efforts fournis par l'Organisation mondiale de la santé et le rôle des communautés touchées par les épidémies. Parlant toujours des épidémies, il faut dire que la Guinée a réussi à bouter hors de ses frontières la 3e vague de l'épidémie d'Ebola grâce aux partenaires comme l'UNICEF. L'ONG s'est illustrée sur plusieurs fronts comme le don d'équipements et le renforcement de capacité des agents sur le terrain. Le reportage de Lancé Kamisuko. Foyer naturel de plusieurs épidémies, la région forestière vient de sortir victorieuse de la 3e vague de la maladie à virus Ebola et de la fièvre Lassa. Ce succès enregistré contre les catastrophes sanitaires est l'effort collectif du gouvernement guinéen et ses partenaires. Assurant un meilleur épanouissement des enfants, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est au premier rang de cette lutte. Il faut souligner ici que nous avons des domaines transversaux qui englobent la question de l'égalité du genre, la question de communication pour le développement, mais surtout la question de préparation et de réponses aux urgences. Pour assurer une bonne coordination de la lutte sur le terrain, une ceinture de protection est mise en place dénommée la surveillance à base communautaire. Le district sanitaire de Zérékoré se réjouit des moyens techniques et logistiques mis à sa disposition pour mener à bien cette innovation. Il a assuré la formation de 974 relais communautaires dans le cadre de la surveillance à base communautaire. Et ces relais sont sur le terrain. Ils nous appuient dans le cadre de l'identification, de la notification des cas de décès, des cas de maladies à potentiel épidémique. Pour mieux protéger les enfants, il faut nécessairement protéger les parents. Des survivants d'Ebola ont ainsi été identifiés et assistés grâce au soutien de l'UNICEF. Maman Yeli Yeli et les 4 orphelins de sa famille sont bénéficiaires de l'appui en denrées et suivi médical. Ça nous a fait du bien, parce que quand on était sortis, on était un peu stigmatisés. Quand ils sont venus, vraiment, ça nous a beaucoup soulagés. Ça nous a été utile, parce que quand on était sortis, on n'avait presque rien. Et je ne travaillais pas avec mon état.
Pour éviter la propagation de la maladie au sein des établissements scolaires, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a installé des kits de lavage des mains et a offert des masques de protection à plusieurs écoles de la région. Créée en 1960, l'école primaire de Mohoumou et ses 1365 élèves figurent parmi les heureux bénéficiaires. Surtout, l'UNICEF nous a donné un point d'eau, le forage. Avant que l'UNICEF n'intervienne, on avait beaucoup de difficultés dans le problème d'eau. Dieu merci, nous avons maintenant de l'eau dans notre l'enceinte de l'école. Des écoles, nous voici dans certaines familles où des campagnes de porte-à-porte ont été menées. Dans ces foyers, les animateurs communautaires sensibilisent les populations sur les méthodes appropriées de lavage des mains. Le but également d'appuyer le gouvernement dans la promotion des droits de l'enfant. L'UNICEF met aussi son expertise à la disposition des communautés. À la baie, une revue est organisée à cette occasion pour identifier et solutionner certaines préoccupations. Reportage Abdoulaye Diallo, Sarafdin Diallo. Depuis 4 ans, la Guinée et ses partenaires techniques et financiers, dont les agences du système des Nations Unies et les organisations de la société civile, exécutent un programme de développement. Il a pour objectif d'appuyer les efforts d'élimination des principaux goulots d'étranglement qui handicapent la matérialisation des droits de l'enfant. Dans la région de la baie, les différents acteurs se retrouvent pour échanger sur le bilan des activités de l'année en cours. Nous nous sommes réunis pour voir ensemble sur l'analyse de qu'est-ce qui n'a pas marché et le pourquoi. Donc c'est de voir quels sont les boulots d'étranglement qui ont fait que certains résultats que nous avions escomptés pour la fin de l'année 2021 n'ont pas été atteints. Cette revue annuelle est aussi une occasion de faire l'analyse des priorités émergentes du pays. Cette revue est la bienvenue parce que le partenaire qu'est l'UNICEF, ses objectifs, c'est nous aider à lutter contre tous les goulots qui peuvent entraver l'émancipation de l'enfant. Votre atelier m'offre l'heureuse occasion de remercier et féliciter l'UNICEF au nom du CNRD et singulièrement au nom de son président, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, pour l'accompagnement que vous ne cessez d'apporter au développement harmonieux et équilibré de nos communautés. C'est en septembre 2017 que le programme de coopération entre le gouvernement guinéen et l'UNICEF a été approuvé par le conseil d'administration de l'institution pour la période 2018-2022. Autre sujet de ce journal, l'assainissement du fichier général de l'administration publique. C'est pour arrêter l'hémorragie financière. Julien Yombouno a rencontré l'ensemble des directeurs des ressources humaines. Ces gestionnaires du personnel doivent présenter un état des lieux sur le cas des personnes décédées et autres anomalies. Le compte rendu avec Mamadi Ternakamisoko. Une première rencontre, un langage de vérité pour un ministre du Travail et de la fonction publique, déterminé à clarifier la situation de l'ensemble des fonctionnaires et contractuels de l'État. Devant les directeurs des ressources humaines du pays, Julien Yombouno aborde en premier lieu le dossier relatif aux 6300 fonctionnaires admis cette année à faire valoir leurs droits à la retraite. C'est de revoir encore une fois la première liste des retraités 2021, les 6300, et de nous dire s'il y a des anomalies, c'est pas grave. Tous ceux qui vont signaler des anomalies, des gens qu'on a envoyés à la retraite, qui vont constater qu'il y a des anomalies qui ne devraient pas aller à la retraite ou bien il y a XY anomalies, ils vont les reporter au niveau de chaque ministère dont ils relèvent, et puis les DRH seront là pour collecter toutes les réclamations, faire un premier traitement, nous faire un choix transmis, examiner toutes les réclamations qui seront fondées, nous allons rapporter la décision et rétablir les gens dans leurs droits. Ces DRH sont également appelés à faire un état des lieux sur le cas des 14 000 agents de l'administration publique payés et non postés, ainsi que d'autres fonctionnaires en situation irrégulière, comme les abandons de postes. Établir les listes exhaustives, exactes de tous ceux qui sont décédés, mais qu'on n'a jamais radiés depuis des mois ou des années, tous ceux qui travaillent à la fois au privé et qui sont inscrits à la fonction publique, mais ils ne travaillent pas du tout,
ils continuent à percevoir des salaires, de nous faire le point. Et il y a beaucoup d'autres cas comme ceux qui sont carrément à l'étranger depuis des lustres, sans compter des cas d'incohérence en termes d'âge de recrutement, parce que la loi dit clairement que vous devez avoir 18 ans au moins pour être enrôlé à la fonction publique, 45 ans ou plus. Après ce travail technique de 2 jours, ces gestionnaires du personnel de l'administration devraient prendre un engagement sous serment de servir la République dans la loyauté. Toutes les anomalies qu'ils connaissent très bien, ils doivent les relever systématiquement, préparer des listes exhaustives, nous les transmettre sur la base d'un engagement solennel qu'ils vont prendre, que les informations qu'ils vont nous fournir sont justes, exactes et non erronées. Parce que si après vérification, à plusieurs niveaux, après plusieurs croisements, on s'aperçoit qu'ils nous ont fourni des informations inexactes, beaucoup ne seront pas à l'abri de poursuites judiciaires. L'assainissement du fichier général de l'administration permettra d'arrêter l'hémorragie financière dans la gestion du personnel de la fonction publique. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, sur initiative du ministère de l'Information et de la Communication à travers le Centre de formation et de perfectionnement. Conakry abrite depuis ce matin des journées de réflexion sur la formation et la professionnalisation des médias publics et privés. Il s'agit à terme de doter le ministère d'un document stratégique de formation. Et Elhadj Sankumba Doucouré, Thierno Younoussaba. Des journées de réflexion pour que vive une presse responsable en Guinée. C'est dans ce sens que des journalistes nationaux suivent une formation de 3 jours sur les spécificités du traitement de l'information. Déjà, l'homme mise sur une presse devant contribuer à la consolidation de l'état de droit. Nous devons faire de la formation continue un impératif professionnel si nous voulons aller de l'avant. Comme l'a dit l'autre, je cite, « Le premier savoir est le savoir de notre ignorance et c'est le début de notre intelligence. » Fin de citation. Mais comment y arriver si les bourses de formation sont rares et chères? Si le droit à l'information, le droit individuel à la formation n'est pas consacré, s'il n'y a pas de cadre institutionnel de formation continue, s'il n'y a pas de fonds d'appui à la formation, pour tout dire, si l'unique centre de formation continue du département manque de tout. Ces journées doivent aider à bâtir une presse qui puisse répondre aux attentes des citoyens. C'est pourquoi les initiateurs ont fait appel à des expertises locales. Il est temps que dans notre système éducatif, et surtout pour ma part au niveau du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, on puisse donner l'option à des jeunes gens au niveau bac et même avant de pouvoir se spécialiser dans les métiers de l'audiovisuel, formés à autant de métiers qui n'ont pas besoin de passer 4 ans à l'université pour qu'on puisse améliorer l'insertion dans ce domaine-là. Les médias sont confrontés à des défis non négligeables car ils s'efforcent d'aider la population à comprendre les procédés souvent compliqués du fonctionnement d'un gouvernement, de la définition des politiques publiques, de la conduite des réformes transformationnelles, tant des modes de consommation que de production, mais aussi des enjeux sociétaux. À cet égard, il incombe à la presse de transmettre des informations et des idées sur les questions d'intérêt public. Ces assises vont approfondir la réflexion pour renforcer les techniques d'information et de communication des professionnels des médias dans divers domaines. Au nom du président de la transition et du Premier ministre, je voudrais donc louer du haut de cette tribune le combat des journalistes qui se sont battus et ceux qui se battent encore pour le rayonnement d'une presse libre et responsable dans notre cher pays, la Guinée. Mesdames et messieurs, parler d'une presse libre et plus responsable revient à évoquer les questions liées à la formation, la protection, la responsabilisation et la professionnalisation. Une presse professionnelle et responsable, c'est une presse suffisamment formée. Une presse consciente de la sensibilité qui constitue sa voix dans la construction de l'opinion publique. Une presse professionnelle et responsable, c'est une presse qui joue pleinement son rôle de sentinelle de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit. Avec ces journées, le ministère de l'Information et de la Communication à travers le Centre de formation et de perfectionnement veut gagner le pari d'une presse performante.
Volet sécurité, remise de carnets de contravention sécurisés aux agents de la gendarmerie déployés en rase campagne. Ces documents vont servir à la verbalisation des chauffeurs indélicats. C'est une initiative du haut commandement de la gendarmerie qui vise à assurer la sécurité des usagers. Reportage Moussa Bangoura. Le groupement de la gendarmerie routière passe à la vitesse supérieure. Après un mois de sensibilisation des usagers en rase campagne, la phase de verbalisation rentre en vigueur ce 1er décembre. Ici, au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, ce sont des carnets de contravention sécurisés qui ont été remis au chef de bord pour d'éventuelles sanctions à l'endroit des usagers pour un changement de comportement dans la circulation. Nous recevons officiellement du ministère des Transports des carnets de contravention sécurisés et confectionnés par le Trésor public pour l'application des pénalités prévues par le Code de la route en République de Guinée. Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire tient à préciser que les recettes issues de ces verbalisations seront exclusivement versées au compte du Trésor public par voie électronique, Orange Money et Mobile Money. Tous les éléments qui se trouvent dans ce carnet, si vous respectez le code de route, vous n'avez pas à être frappé d'une amende ou bien d'une contravention. L'essentiel pour nous ici, c'est d'éviter les accidents. En plus de la répression, ce dispositif va désormais lutter contre les coupeurs de route, mais aussi encadrer les transporteurs afin de sauver des vies. J'espère que durant cette campagne de sensibilisation, ce qu'on leur a donné comme enseignement est déjà compris et qu'ils vont respecter ça dans la circulation routière. Ceux qui sont en rase campagne, qu'ils sachent à leur niveau qu'il y avait 52 articles qui régissent le secteur du transport. Mais avec le secours du haut commandement de la gendarmerie, ces infractions sont réduites au numéro 11. L'Union nationale des transporteurs routiers, le syndicat des transporteurs et mécaniques générales sont mis en branle pour véhiculer des messages de sensibilisation en vue d'éviter les accidents. L'inspecteur général adjoint des forces armées a procédé ce mercredi à une série d'installations et de passations de commandement au sein de l'armée, notamment au niveau de la direction de l'information et des relations publiques des armées et à la brigade des unités flottantes de l'armée de mer. Reportage adjudant Alassane Diaby. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais le directeur de DIRPA, le capitaine Alias Camara, ici présent. Vous l'obéirez de tout ce que vous le commanderez, dans l'intérêt du service, l'exécution des règlements militaires et observation des lois, dans l'intérêt supérieur de la nation. La direction de l'information et des relations publiques des armées est désormais dirigée par capitaine Alias Camara, journaliste reporter de la DIRPA depuis 2010. Il succède à Alaguissé Lou Camara qui a passé 4 ans à la tête de la direction. C'est la plus grande expérience de ma carrière professionnelle. Depuis que je suis là, personne ne m'a jamais appelé par mon prénom. Ils ont un tel respect vis-à-vis du civil. C'est ce que je retiens le plus depuis que je suis là et je dis grand merci à ceux qui m'ont accueilli. Journaliste, reporter et présentateur vedette de l'émission Douga, dont il est l'initiateur, capitaine Alias Camara s'engage à insuffler une nouvelle dynamique à cette importante structure des forces armées. Je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour redynamiser les activités au sein de la DIRPA. Un service stratégique, un outil efficace pour faire une meilleure lisibilité et visibilité des actions du département. De même, à la préfecture maritime, le capitaine de vaisseau Mohamed Camara, ancien chef d'état-major de l'armée de mer, prend le relais. Il remplace à ce poste le colonel à la retraite Mfamara Djoumandé. Je sers mon pays et je servirai mon pays à travers le président de la République et de sa politique. Alors je ne ménagerai pas d'efforts, je suis à la disposition de toute la préfecture maritime. Toujours au rythme des passations de commandement, l'inspecteur général adjoint des forces armées s'est rendu à la base logistique de l'armée de mer.
pour une série de passations et d'installations de promus. Le colonel Oumar Boukoum prend le commandement de la brigade des unités flottantes et le colonel Aboubakar Diakité est promu commandant de la région opérationnelle maritime Centre. Et le sous-lieutenant Jean Maoumou est installé dans ses fonctions du secrétaire général de l'état-major de l'armée de mer. Sur le plan humanitaire, l'organisation au secours des handicapés continue sa sensibilisation pour un plaidoyer en faveur de cette couche, une manière d'attirer l'attention des décideurs pour faciliter l'accès aux services sociaux de base. Fatoumata Batouli Diallo, Aboubakar Junior Kamara. La problématique de l'insertion socio-économique des personnes à mobilité réduite, le sujet préoccupe l'organisation au secours des handicapés de Guinée. À travers ce plaidoyer, elle tire la sonnette d'alarme. Nous voulons que ces décideurs, ces autorités, en élaborant des documents de développement de chaque commune, et tiennent compte le besoin spécifique des personnes vivant avec handicap. Nous allons prendre en compte le plaidoyer dans l'élaboration du plan annuel d'investissement de PAI de la commune pour les années futures. Valoriser leur aptitude et potentiel en vue de promouvoir leur pouvoir économique et social et créer un environnement dans lequel les jeunes, surtout les filles et femmes vivant avec un handicap, telles sont entre autres attentes de cette corporation. Nous, les personnes en situation de handicap, nous traversons des difficultés vraiment compliquées. Par exemple, dans la circulation, dans les études, dans un tas de choses. Nous appelons l'autorité, franchement, à fournir aussi plus d'efforts, parce que les ONG ne peuvent qu'un peu, ils ne peuvent pas tout faire. Pour une meilleure protection et une prise en charge des personnes à mobilité réduite, les responsables de l'ONG, Organisation au secours des handicapés de Guinée, ambitionnent renforcer le leadership, les capacités techniques et organisationnelles de leur structure. Agriculture en Guinée pour la mise en valeur de l'ananas. Le projet Refila, soutenu par l'ONUDI et l'Union européenne, s'active dans l'appui aux producteurs locaux. Il s'agit là de leur permettre d'avoir l'expertise nécessaire pour accroître la productivité et répondre aux besoins du marché international. Reportage Habib Thiam. Cette conférence aborde les grands enjeux liés à l'exportation de l'ananas frais avec comme marché cible l'Europe et le Maroc. Lancé en août 2018, Refila, projet de relance de la filière ananas, est le volet national pour la Guinée du programme de compétitivité en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la restitution d'une étude ou de deux études, l'étude sur le marché marocain et l'étude sur le marché européen. Ces études-là nous serviront à justement positionner la Guinée dans le cadre de l'exportation des fruits comme l'ananas. Depuis maintenant 3 années, on est en train vraiment de se battre pour la relance de la filière ananas de Guinée. Donc c'est effectivement dans ce contexte que nous-mêmes on a sollicité l'étude des marchés, des principaux marchés où vraiment l'ananas de Guinée pourrait chercher à avoir sa part. Tandis que la Guinée doit faire des efforts pour accroître ses productions, notamment sur la Baronne, sa spécificité très convoitée, l'Union européenne a, elle, jeté son dévolu sur l'ONUDI pour piloter le projet Refila. Le Centre de commerce international AITC nous a appuyés pour faire une étude dans le cadre de ce projet Refila. Le projet était conçu pour 4 ans. Mais il se trouve qu'il y a eu un handicap sérieux dû à l'impact du Covid-19. Donc, il va falloir vraiment faire un avenant pour pouvoir proroger le projet, mais aussi le programme régional. Nous espérons en tout cas pouvoir ensemble continuer à accompagner la Guinée, à accompagner les acteurs des filières, notamment agricoles de la Guinée, mais aussi dans d'autres secteurs. Près de 500 producteurs locaux sont déjà outillés à la production de l'ananas grâce au projet Refila. Ils évoluent entre Kindia, Koya, Dubreka et Mafereya en Basse-Guinée, zone très propice à l'ananas.
Et puis c'est le clap de fin de la 8e édition du Festival de la création cinématographique de Guinée. L'événement s'est déroulé pendant 2 semaines à Koya. Il a été marqué par la présentation de 2 projets de films que les partenaires du 7e art promettent d'accompagner. Reportage Ousmane Ba, Fodé Mamoudou Souma. Pendant 15 jours, Koya a vibré au rythme du Festival de la création cinématographique de Guinée, FECID. Spectacles, sketchs et autres concours ont marqué l'événement. Au cours de cette 8e édition, 2 projets de films sont présentés. Le premier de 26 minutes pour 26 épisodes et le second est un long métrage de 90 minutes. Le premier projet parle de comment les jeunes filles vivent dans les capitales africaines. C'est la boîte de nuit, c'est la chape, c'est le salon. Le deuxième, ça s'appelle Calabanté, qui parle d'un nain qui, au-delà de sa taille, est grand par les actes qu'il pose. Les 2 films seront tournés et diffusés avec l'appui des autorités et les partenaires comme Canal+, l'ambassade d'Espagne et celle d'Allemagne à travers GIZ. Nous sommes très fiers du soutien modeste que l'ambassade d'Espagne a donné au FECIC cette année. Et aujourd'hui, dans la cérémonie de clôture, on a remis les prix du concours 1 minute, une violence que nous avons appuyé et qui servent aussi à sensibiliser sur une question d'une telle importance que c'est la lutte contre la violence faite aux femmes. Le ministère apportera tout l'appui nécessaire pour que ces projets puissent être réalisés. Que ces projets, qu'un jour, que chacun de nous soit dans son salon en train de les regarder. L'événement a aussi été marqué par la formation des acteurs du 7e art et la remise de satisfecit aux participants, comme pour dire que l'émergence du cinéma guinéen passe nécessairement par la professionnalisation du secteur. Religion, le secrétaire général aux affaires religieuses a rendu visite au Conseil chrétien de Guinée. Objectif, amener ses fidèles à participer à la sensibilisation des citoyens sur le vivre ensemble dans notre pays. Reportage Fatoumata Batouli Diallo, Bernard Tonguino. Le secrétaire général aux affaires religieuses rend visite au Conseil chrétien de Guinée. La rencontre vise à impliquer davantage les fidèles chrétiens dans la consolidation de la paix pour une transition apaisée. Je suis venu les partager pour que nous puissions ensemble définir un plan stratégique, une stratégie de communication dans laquelle nous allons toucher toutes les entités de la République de Guinée pour leur véhiculer le message de paix et l'esprit de tolérance et de vivre ensemble pendant tout le processus de cette période de transition. Les responsables du Conseil chrétien de Guinée apprécient ces gestes qui visent à restaurer la confiance entre l'ensemble des citoyens du pays. Les fidèles chrétiens s'engagent à accompagner les autorités religieuses pour l'atteinte de leur mission. Nous vous renouvelons l'expression de notre indéfectible soutien dans les lourdes tâches qui sont les vôtres, et ce aussi avec nos prières ferventes pour une transition apaisée dans notre pays et pour les nouvelles autorités. Les membres du Conseil chrétien de Guinée profitent de ces retrouvailles pour solliciter du gouvernement la construction des infrastructures religieuses et la reconstruction de certaines églises du pays. Pour finir, ce mercredi, la salle de conférence du ministère de la Défense nationale a abrité la cérémonie de remise de distinction aux athlètes de l'ASFAG. Aux côtés de la hiérarchie militaire, le ministre de la Jeunesse a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Reportage adjudant Aboubakar Kamanou. Rangés en ordre de bataille pour honorer le tricolore national, les athlètes militaires et paramilitaires continuent d'engranger des résultats probants. Ce mercredi, la Direction générale des sports militaires et paramilitaires a présenté 47 distinctions aux autorités militaires, à savoir 14 médailles d'or, 12 en argent, 9 de bronze, une ceinture, 10 certificats et une coupe. Le tout remporté par 51 athlètes dans diverses disciplines. Nos sportifs ont honoré le drapeau national. Il convient de vous faire remarquer que ces lauréats
sont composés de sportifs militaires et civils, mettant ainsi en exergue le caractère inclusif et harmonieux que nos forces de défense et de sécurité entretiennent avec la population civile. Aux côtés de la hiérarchie militaire, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo, a rehaussé de sa présence cette cérémonie de présentation et de remise des distinctions aux athlètes de l'Association sportive des Forces armées de Guinée, ASFAG. On est dans un nouvel élan aujourd'hui avec évidemment une nouvelle dynamique et un impulse qui a été lancé par le CNRD, à sa tête le colonel président Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui en fait lui-même a donné une vraie vision. Monsieur le ministre, délégué à la Défense nationale, m'a chargé de vous exprimer toute sa reconnaissance et toute sa disponibilité à accompagner à la mesure du possible toutes vos initiatives visant à améliorer vos performances dans le cadre de l'atteinte des objectifs majeurs de la réforme du secteur de sécurité si cher à notre pays. Sous la bannière de l'armée, les 13 disciplines de l'Association sportive des Forces armées de Guinée sont activement présentes aux différentes compétitions nationales, continentales et mondiales. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la RTG.